Un jour, je me souviens à la télévision suisse, j'étais dans le bureau de la productrice, un réalisateur entre dans la pièce et il me dit « j'ai besoin de toi ». Il me donne une cassette, il me dit « voilà, je reviens du Sinaï et j'ai interviewé des officiers israéliens, mais ils m'ont répondu en hébreu. Alors tu peux me traduire ça ?» Alors je le regarde et je lui dis « pourquoi moi ?» Et il me dit « un juif doit connaître l'hébreu, non ?» Pour lui, je suis juif. Mati Ben Abraham, bonjour. Bonjour. On est très heureux d'être chez vous aujourd'hui parce que vous avez un parcours franchement qui force l'admiration. Vous avez été journaliste, écrivain, guide, vous avez été le chef du desk des informations françaises à la radio israélienne Kol Israël pendant 30 ans. Donc ce n'est pas rien, vous vivez en Israël depuis 50 ans. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez été un témoin privilégié de la société israélienne ? Oui, bien sûr. Quand on est journaliste, on ne peut être que témoin privilégié de ce qui se passe réellement dans le pays. Mais je dirais aussi, par un autre côté, c'est-à-dire par ce deuxième métier que je m'étais donné, qui était d'être guide dans ce pays, il y a un apport que l'on ne peut pas avoir ailleurs. Non seulement les rencontres avec les personnes qui viennent ici, c'est-à-dire la découverte du regard de ces touristes qui sont juifs et surtout non juifs, sur le pays, sur ce que nous sommes, et puis également cette manière dont les Israéliens qui travaillent avec ces groupes les reçoivent, les perçoivent surtout. Et on découvre des pans d'une réalité israélienne qu'effectivement, il serait impossible de l'avoir ailleurs. Donc ça vous a aidé à vous intégrer, d'être guide ? Absolument. À mieux connaître l'histoire du pays ? Oui. D'abord à mieux connaître le pays dans la mesure où je suis passé par l'école des guides du ministère du Tourisme. Donc avoir une connaissance du pays physique, géographique, historique, que je vois difficilement où j'aurais pu le faire ailleurs, certainement pas dans une université. Pourtant, Mati Ben Abraham, vous êtes né en Corse et vous vous appeliez Mathieu Paoli, dans un village entre Bastia et Porto Vecchio qui s'appelle Aléria. Rien ne vous prédestinait à venir en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que un jour vous décidiez d'arriver ici? C'était un hasard ou c'était prémédité? Je pense que c'est d'abord les conditions familiales. C'est-à-dire, je n'ai jamais connu mon père. J'ai grandi par la suite dans une famille où ma mère avait épousé un autre homme et que j'ai découvert longtemps plus tard que cet autre homme n'était pas mon père. Et d'une certaine manière, je me dis que c'est cela qui a fait que je m'étais rapproché davantage des Juifs que des autres. C'est-à-dire, en classe, mes camarades de classe les plus proches, c'était des Juifs. Ensuite, quand j'étais plus âgé, mes amis étaient des Juifs. À l'armée, ça a été pareil. Et lorsque j'étais en Suisse, mes principaux amis étaient des Juifs. Et c'est d'ailleurs là que s'est peut-être produit le véritable choc. Mais pourquoi vous étiez proche des Juifs? Pour leur chaleur, pour leur... Je pense qu'on avait des affinités qui faisaient qu'on aimait bien être ensemble. Okay. Et alors, un jour, je me souviens à la télévision suisse, j'étais dans le bureau de la productrice, on était en train de préparer une nouvelle émission. Et puis, un réalisateur entre dans la pièce et il me dit « j'ai besoin de toi ». J'ai dit « quoi ?» Il me dit « voilà ». Il me donne une cassette, il me dit « voilà, je reviens du Sinaï et j'ai interviewé des officiers israéliens, mais ils m'ont répondu en hébreu. Alors tu peux me traduire ça ?» Alors je le regarde et je lui dis « pourquoi moi ?» Et il me dit « un juif doit connaître l'hébreu, non ?» Alors là, véritablement, pour lui, je suis juif.
Je me suis regardé dans la glace en rentrant à la maison pour voir qu'est-ce que j'avais qui faisait que je passais pour un juif. Et là, il y a tout un cheminement qui s'est mis en branle. Encore une fois, le fait que j'étais reçu au centre communautaire juif à Genève, que j'ai connu le grand... Ça, c'était dans le cadre de votre travail. Oui, voilà. À la télévision suisse. Que j'ai fait la connaissance du grand rabbin Alexandre Safran. C'était un homme absolument merveilleux. Et que à travers le grand rabbin Alexandre Safran, j'ai connu le Rav Léon Ishkanazi Manitou, que tout cela s'est enchaîné de telle manière que lorsque j'ai décidé de venir pour voir ce qui se passait pendant la guerre de Kippour, et que j'avais un sujet en tête, et ça m'a conduit finalement vers à nouveau Manitou. Et puis voilà, tout c'est... Il savait que vous étiez là et il vous a dit « je lance un programme, viens dans ce programme ». Alors que pour vous, vous étiez venu avec un visa touriste pour faire un projet de documentaire. Absolument. Rien à voir avec Mayanot, en fait, parce que c'était ça, c'était Mayanot. Oui, oui, mais ça n'avait strictement rien à voir avec Mayanot. C'était la première promotion de Mayanot? La première, oui. Comment c'était? Absolument super. Je ne parle pas simplement des cours, mais même à l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de Mayanot, avec tous ceux qui étaient venus de France pour étudier là. C'était extraordinaire. Les professeurs étaient... bon, il y avait Madame Neher et d'autres, c'est vraiment d'un haut niveau. C'est ça qui vous a plu, cette quête identitaire? Mais je ne sais pas si c'était vraiment à ce moment-là une quête identitaire, parce que dans l'esprit à la fois des enseignants et dans l'esprit de ces jeunes qui étaient venus pour étudier à Mayanot, le fait qu'on soit juif, pratiquant, et étudiant, universitaire et tout ce que l'on veut ne posait aucun problème. Je crois que le problème se pose réellement ici, en raison d'une communauté qui refuse d'aborder réellement ce problème. Je parle à l'ultra-orthodoxie religieuse. Mais à Mayanot, non. Alors après Mayanot, vous, grâce à Mayanot, vous rencontrez votre femme, vous décidez donc de vous convertir. C'est quand même quelque chose d'important, ça change une vie. Comment prendre une décision pareille, surtout quand on est corse, parce qu'après tout, corse, même si on n'y vit pas longtemps, ça nous colle à la peau toute la vie. C'est vrai. La conversion n'avait rien à voir avec un futur mariage. Vous l'avez fait avant, oui, bien sûr. Je l'ai fait avant et j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse après. Et puis donc, on s'est mariés, on est venu ici parce que, aussi bien dans son esprit que dans le mien, il n'était pas question de rester à l'extérieur d'Israël et que c'est en Israël qu'il fallait faire notre vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu embrasser la cause du peuple juif et vivre comme un juif? Je ne sais pas si c'était vivre comme un juif. Je crois que c'était Israël en tant que tel. C'est-à-dire la perception de cette mutation d'identité en cours, interrompue par moments, mais qui, à un moment donné ou à un autre, allait arriver à son but. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'un jour, Israël sera formé véritablement d'Israéliens, et que la religion sera considérée comme un fait de culture et non pas un fait religieux. Vous pensiez déjà ça à l'époque et vous le pensez toujours? Oui. Alors vous avez, on va dire, vous êtes quand même fan de l'identité israélienne, vous adorez les anachronismes de cette société, et après 50 ans, vous en avez même fait un livre, voilà ici, qui s'appelle Dictionnaire insolite d'Israël. Pourquoi ce livre maintenant? Il m'a été proposé par l'éditeur. Au départ, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire d'insolite sur Israël? Et puis, petit à petit, ça a commencé à se coller des souvenirs des souvenirs de lecture, des souvenirs de discussion
de reportages que moi-même j'avais fait, qui m'ont appris des choses qui vraiment sortaient de l'ordinaire. Et puis voilà, il s'est agi tout simplement de les mettre sur le papier. Mais en même temps, ça a été à nouveau une quête, notamment des sujets. Comment les présenter, comment les rendre peut-être encore plus insolites qu'ils ne l'étaient au départ. Justement, cette façon de regarder un peu les choses avec du recul, différemment, est-ce que ça vous vient de cette étude de texte, de ces études de texte que vous avez faites avec Manitou? Vous avez été formé finalement comme ça. Est-ce que ça vous a servi dans votre carrière? Oui, je pense que mes contacts, mes rencontres, mes discussions avec Manitou m'ont beaucoup apporté. Et je ne dis pas à travers Maya Note. Un petit exemple, Manitou m'avait invité à passer un Shabbat chez lui, à la maison. La veille, ça s'est très bien passé à la maison. On a discuté, on a pris des textes, on a étudié des textes. Et puis le lendemain matin, grande surprise, il me réveille très tôt et me dit « Viens, on va sortir ». Et nous voilà partis. Et où m'a-t-il amené? À la yeshiva du Rav Kook. Et là, j'ai assisté toute la journée au cours qui était donné par le fils du Rav Kook, qui était Rav lui aussi. Ça a été extraordinaire de pouvoir passer une journée complète avec un personnage de cette envergure-là. Ensuite, ça a débouché également d'une certaine manière sur mon métier, puisque j'ai rencontré à plusieurs reprises le Rav Kook. Et puis, il a donné l'autorisation de filmer la fameuse marche des drapeaux depuis la yeshivat arabe jusqu'au kotel pendant la nuit de Jérusalem. C'était extraordinaire quoi, de pouvoir travailler ainsi avec lui. J'imagine qu'il y a dû avoir des moments important. Oui, d'important à la mesure où on rencontre des personnages, où on vit des choses extraordinaires dans ce métier. Si je devais choisir, par exemple, parmi toutes les personnes que j'ai interviewées dans ma vie, un seul personnage qui m'a véritablement impressionné, ça a été à l'hôtel Inbar à Jérusalem. J'avais rendez-vous avec lui, je crois que c'était vers 2h30. Et puis finalement, on est resté 4 heures ensemble. On a bu une bouteille et demie de single malt. Ce personnage, c'était Otto de Habsbourg. Et je crois que j'ai été impressionné comme jamais d'avoir en face de moi et de parler avec un homme qui avait refusé le titre d'empereur. Et qui était là en tant que simple citoyen et député européen. Et parfaitement à son aise, parfaitement décontracté. Ce passé qui était le sien avait l'air de ne jouer aucun rôle dans sa vie courante. C'est par rapport à votre histoire, peut-être que vous étiez... c'était comme un sorte de miroir. Peut-être bien. Vous aussi, après tout, votre passé, c'est... Même si vous gardez un attachement pour la Corse. C'est vrai, et puis en Corse, on a quand même également un empereur dans notre valise. Ça a pu jouer. Quand on est directeur, comme vous l'étiez, du desk français, on a parfois des pressions. C'est arrivé, on vous a dit de la censure? Oui, non, de la censure, vraiment très peu. D'accord. Très peu. Il n'y a jamais eu d'intervention, c'est-à-dire je n'ai jamais été convoqué pour que le directeur me dise tu passeras pas ça. On était très libre, finalement. On a eu cette chance à partir du moment où les deux sections qui existaient, aussi bien d'ailleurs chez les Anglais que chez nous, c'est-à-dire les informations en français et le magazine en français qui était totalement séparé, c'était une anomalie. Et en 1994, la direction a enfin décidé de mettre fin à cette anomalie et les deux sections, aussi bien côté anglais que français,
ont été à nouveau réunis. Et en tant que groupe, on a travaillé à essayer de mettre au point un journal qui tienne véritablement la route. C'était toute notre ambition de réaliser un journal véritable. En dépit du fait que nos moyens devenaient de plus en plus limités. Et je crois qu'on est arrivé, notamment le vendredi, le journal du vendredi, à faire un journal absolument remarquable. Et qui se concluait par le mot de la semaine en hébreu, le mot qu'on avait le plus entendu pendant toute la semaine, et qui était analysé par Francine Kaufmann. Et c'était un journal complet. Alors justement, c'est assez symptomatique parce que vous parlez de quelque chose d'écrit, donc de la presse écrite aussi. Vous avez été un homme de radio, vous avez fait de la télé, donc vous écrivez encore des livres. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Tout. Tout. C'était un projet de carrière, la radio, ou pas du tout? Non, c'était la télévision. J'étais parti pour la télévision, en Suisse d'abord, en France après. Et en venant ici directement, je suis rentré à la télévision. C'était vraiment la télévision, c'est-à-dire l'expression des idées par l'image. Je ne pense pas que j'aurais été capable, enfin je ne pense pas, je suis absolument sûr que j'aurais été incapable de faire un film fiction par exemple. Alors vous, c'est le documentaire. Oui, c'était pas du tout ma tasse de thé, comme je suis incapable d'écrire un roman. Voilà, ça, oui. Je raconte des choses qui se sont passées, c'est-à-dire je suis resté journaliste dans l'âme. Il n'y a pas de... Je ne peux pas sortir de là, mais finalement, aller à la radio, j'ai revêtu ce nouvel habit d'une manière tout à fait naturelle, et donc... Est-ce que vous vous sentez israélien aujourd'hui? Parce que vous avez quand même travaillé en français toute votre vie. Oui, la seule chose qui me manque peut-être pour être totalement israélien, c'est que je pense encore en français. Et que je suis incapable de penser véritablement en hébreu, mais je me console en pensant à mes filles, à mes petits-enfants, qui, eux, sont capables de le faire à ma place. Donc, encore une fois, ça me console. D'appartenir au peuple juif aujourd'hui, c'est une bénédiction pour vous? Encore une fois, étant donné que je me sens israélien, être israélien est pour moi ma plus grande fierté, dirais-je. Juif, encore une fois, c'est de l'objet de culture. C'est comme ça que vous le vivez? Oui. J'ai tenu à ce que mes enfants, et maintenant mes petits-enfants, les choses essentielles qui appartiennent à la tradition juive, ils le connaissent. Et donc, ils ont cette possibilité de choix, de revenir à la tradition telle qu'elle se pratique d'une manière générale, ou continuer dans l'autre sens, c'est-à-dire devenir de parfaits Israéliens. Est-ce que vous avez un regret? Non, alors absolument pas. Absolument pas. Disons, je suis venu ici, j'ai fondé une famille avec mon épouse. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Que demander de plus? Rien. C'est une vie réussie. Merci beaucoup, Mathieu Ben Abraham. Merci.